Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée à la blockchain et la santé. Nous allons continuer cette matinée riche en enseignements et là, nous avons réuni un beau panel pour nous présenter des cas un peu plus concrets de ce qu'il est possible de faire avec la blockchain en santé. Alors, juste pour remettre un petit peu le contexte, la blockchain possède un potentiel indéniable pour répondre aux enjeux propres aux données de santé, qui sont des données sensibles par essence. Elle a dit la sécurité, la traçabilité aussi notamment. Donc elle est effectivement un grand potentiel pour des applications en santé, du moins sur le papier. Car si ces dernières années, plusieurs initiatives alliant la blockchain ont vu le jour, à l'instar du consortium Substrat, la blockchain reste pour l'heure cantonnée à l'échelle de projets sans vraiment se déployer complètement. Donc, où en sommes-nous en France aujourd'hui? Quelles solutions innovantes existent et pour quelles applications en santé? Et évidemment, puisque l'on parle de la santé, quel cadre réglementaire pour la blockchain en santé? Parce que vous le verrez, il y a quelques subtilités. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 4 experts. Nesrine Benyaya, la fondatrice de Dr Data. Alors, Dr Data propose une solution qui utilise la blockchain en santé pour le partage de données et la gestion des droits des personnes. Historiquement, vous et votre équipe étiez Data Protection Officer, et donc vous allez nous expliquer en quoi cela a joué, notamment dans le succès de votre entreprise. Nathalie Besselet, maître Besselet, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies, et en particulier la réglementation et les enjeux du numérique en santé. Maître Besselet, vous avez notamment lancé en 2003 un cabinet entièrement dédié au secteur de la santé, beauté et forme. Nous avons également parmi nous Philippe Augier, cofondateur et président de la société Droon, spécialisée dans les solutions utilisant de la blockchain. Alors, historiquement, Droon a fait ses armes dans le secteur énergétique, mais aujourd'hui, vous investiguez le secteur de la santé et vous allez pouvoir nous partager justement l'expérience de la blockchain dans un autre secteur d'activité, mais tout aussi sensible que celui de la santé. Enfin, nous accueillons Patrice Van de Velde. Vous êtes le président de la société Unblocked, qui est spécialisée dans la blockchain. Vous accompagnez des entreprises et vous proposez également des formations sur les principaux outils de la blockchain. Merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec vous, Patrice, pour poser un petit peu les choses et afin que notre audience comprenne bien de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la blockchain? Enchanté, avec grand plaisir. Donc, quand on parle de blockchain, le premier mot généralement qui vient à l'esprit, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin a été créé, pour bien comprendre la blockchain, il faut passer par son premier cas d'usage. Donc, le Bitcoin a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Donc, c'est un pseudonyme, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière ce personnage. Est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est une dame, est-ce que c'est un groupement de personnes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne s'est dit, à l'issue de la crise financière de 2008, moi, je ne peux plus faire confiance aux banques centrales. Donc, j'ai besoin de créer un système, une monnaie, de la valeur qui soit autogénérée et qui ne passe pas par un tiers centralisé. Donc ça, c'était son cas d'usage. C'était l'idée de pouvoir créer, échanger de la valeur via Internet sans passer par un tiers centralisé, donc comme une banque centrale. Et donc, ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a ouvert en fait l'armoire à théorie informatique et elle s'est dit, de quoi j'ai besoin pour réaliser ce cas d'usage autour de ce transfert de valeur. Et il est tombé sur un vieux dossier tout poussiéreux. Et il s'est dit, en fait, c'est cette technologie-là dont j'ai besoin pour réaliser mon cas d'usage. Donc, pourquoi je commence cette introduction de cette manière-là? C'est pour bien différencier, parce que dans la tête des gens, on peut souvent mélanger Bitcoin et blockchain. Il faut bien comprendre que d'un côté, on a le Bitcoin, qui est le cas d'usage, et de l'autre côté, on a la blockchain, qui est la technologie qui a été théorisée depuis, en fait, de manière beaucoup plus à 2009. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, OK, mais du coup, c'est quoi la technologie blockchain? Et du coup, Yannis, c'est le slide suivant. Donc, pour bien comprendre ce que c'est que la blockchain, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est une technologie qui permet de stocker de la donnée. C'est un point important. Sauf que, contrairement aux technologies de stockage de données classiques, que sont principalement les bases de données,
On a trois caractéristiques en fait, qui viennent entourer la blockchain. Ces trois caractéristiques, premièrement, ces données sont distribuées à travers le réseau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas centralisées à un endroit donné, elles sont dans ce qu'on appelle un ledger, un registre, et ce registre est distribué. Donc si par exemple parmi les participants de la table ronde, on forme un réseau blockchain, ça veut dire que chacun de nous a un petit registre sur lequel il va voir les transactions qui vont être effectuées sur ce réseau. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que les transactions qui sont enregistrées sont immuables ou immutables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai enregistré une transaction dans ce fameux registre, c'est impossible pour moi de revenir en arrière. Donc, si moi, par exemple, si je prends l'exemple du Bitcoin, Patrice, je l'ai envoyé 10 à Sandrine en termes de Bitcoin, une fois que le réseau donc, distribué a validé cette transaction, et ben, à ce moment-là, c'est comme un livre de compte. Le seul moyen d'annuler la transaction et de revenir en arrière, ben, c'est de faire une transaction dans l'autre sens, puisqu'on ne peut pas effacer la précédente. Et donc, c'est que Sandrine me renvoie les 10 Bitcoins que j'ai pu lui envoyer. Alors, quand je dis tout et n'importe quoi dans la blockchain, hein, ça peut être financière, ça c'est l'exemple que je viens de prendre, mais on peut stocker n'importe quel type de données, que ce soit de la traçabilité, des consentements patients, enfin un petit peu tout ce qu'on veut. Enfin, le dernier point, c'est qu'elle est ultra sécurisée puisqu'elle est basée sur un certain nombre de protocoles crypto, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de cette table. Donc voilà, donc en 2 secondes, le Bitcoin cas d'usage, la blockchain, la technologie, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la technologie blockchain. Et effectivement, merci d'avoir détaillé un petit peu le fonctionnement de la blockchain, qu'on comprenne bien que voilà, c'est beaucoup plus large que le Bitcoin, ce que tout le monde entend. Et on comprend aussi que cette technologie a des atouts pour répondre aux enjeux du secteur de la santé. Philippe, justement, vu votre expérience, et je sais que vous êtes en train de travailler beaucoup sur les cas d'usage de la blockchain en santé, quels sont les atouts de la blockchain pour répondre aux enjeux du secteur? Pour quel cas d'usage précisément? Donc, merci pour ça. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les précédentes tables rondes, donc je vais essayer de rajouter de l'information par rapport à tout ce qui a été dit, en étant spécifique par rapport au monde de la santé. Et comme vous l'avez dit, nous on vient d'autres secteurs pour l'instant et on est en train de creuser ce qui se passe dans la santé. Et il est clair que malgré le retard qui est constaté dans l'application de la blockchain dans la santé, à l'inverse, les enjeux sont considérables. Donc, comme on l'a décrit, la blockchain permet de créer des transferts d'informations, de la traçabilité de données. Et donc, c'est une solution qu'on doit considérer par rapport aux enjeux qui sont dans le monde de la santé aujourd'hui. Alors, quels sont-ils? Et je voudrais séparer aussi les enjeux qui sont liés plutôt aux régaliens, comme l'a dit Yvan Delatour plus tôt, et ceux qui sont liés aux industriels. Donc, le monde de la santé, qui n'est pas traditionnellement très digital, est aujourd'hui vraiment à la recherche de solutions pour résoudre ces grandes problématiques et qui sont à la croisée de la collaboration, le besoin d'échange de données, mais en même temps, il y a une spécificité très forte de ce secteur qui est autour de la sécurité et la protection des données qui sont extrêmement sensibles. Elles ont une grosse valeur au niveau des hackers et elles ont une grosse valeur, je dirais, démocratique et qu'il faut préserver. Alors, les enjeux sont vraiment liés à la quantité aussi de données dans le monde de la santé qui est en constante croissance. On produit énormément de données et on voit des enjeux, des opportunités à grouper ces données, à les partager pour apporter plus de services, plus d'apports vis-à-vis des patients, mais aussi des intérêts économiques et industriels. L'enjeu central est de pouvoir créer une vision globale du parcours de chaque patient, de connecter ces informations, d'en apprendre plus sur lui pour pouvoir mieux s'adapter à prédire quelles vont être ses pathologies potentielles et pouvoir prévenir ces maladies et l'aider dans son parcours de tous les jours. Ce besoin impérieux de croiser les données s'oppose aujourd'hui de manière totalement frontale avec les aspects de sécurité et des besoins de protection. Donc, on va voir après comment la blockchain peut y arriver à résoudre ça, mais il faut quand même bien garder en tête que la blockchain, par technologie, par constitution, est plutôt une technologie qui offre de la transparence, et donc sa mise en œuvre
doit suivre quelques précautions, je dirais, pour être sûr qu'on assure en même temps transparence et protection des données. Pour ça, je fais une petite parenthèse. On a beaucoup parlé de blockchain de manière générale, mais aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'il y a deux technologies qui permettent de répondre à l'application de la blockchain. Il y a les blockchains publiques, qui sont vraiment utilisées pour les cryptos et la finance, parce qu'on peut mettre très peu de données dans la blockchain et elles sont complètement transparentes. Dans le monde de la santé, on va plutôt s'orienter vers des blockchains privées, contrôlées, dans lesquelles on peut mettre beaucoup plus de données à l'intérieur et pour lesquelles on peut assurer un très haut niveau de sécurité et de protection contre les attaques. Donc voilà. Donc les enjeux, en deux mots encore, c'est quoi? C'est accroître la confiance entre les patients et le monde médical en général. On a vu pendant la crise Covid parfois le manque de confiance qu'il peut y avoir entre les patients et le monde médical. Donc la transparence doit pouvoir apporter de la confiance dans ce monde-là, entre le monde de la recherche, l'industrie des médicaments et des vaccins et les patients, et pouvoir trouver un équilibre pour chacun. Et on a aussi un contexte réglementaire au niveau de la gestion des données d'une part, mais aussi sur les processus de mise sur le marché, de traçabilité des lots, qui sont de plus en plus complexes et coûteux. Et encore une fois, la crise Covid a montré le besoin impérieux de pouvoir aller plus vite, de mettre des médicaments ou des dispositifs médicaux de manière plus rapide sur le marché, et donc aussi de réduire les coûts. Réduire les coûts permettant aussi d'étendre le nombre de médicaments et de maladies qu'on peut couvrir avec des traitements. Voilà. Et accessoirement, un des enjeux est de lutter aussi contre la production et la vente de faux médicaments. Voilà. Si on peut maintenant rentrer un peu plus dans les apports concrets que nous on voit dans le monde de la santé. Encore une fois, la blockchain me semble être une solution technologique extrêmement forte pour répondre à ces besoins de traçabilité, de non-corruption, de résistance aux attaques, aux cyberattaques et au vol de données. Et malgré tout, il faudra prendre en compte la réglementation et le besoin impérieux de protéger les données, ce qui demande aussi des apports, et la blockchain, elle seule, ne peut pas y répondre. Donc nous, on mélange des aspects de blockchain, mais aussi de traitement zéro knowledge proof ou d'anonymisation qui sont complexes et qui sont nécessaires par rapport à la sensibilité du secteur. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je vais passer assez vite, mais effectivement, les apports qu'il faut bien retenir, c'est que la blockchain peut vraiment apporter une force importante dans la confidentialité des données personnelles de santé, c'est-à-dire que soit elle les protège en termes de visibilité, soit elle peut les montrer, mais elles sont anonymisées, voire même pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on peut faire les allers-retours, travailler sur des données qui n'ont pas d'information, mais qu'on peut retrouver l'information de base par certaines manipulations. Le deuxième apport, c'est de l'interopérabilité, qu'on oublie parfois, c'est-à-dire que d'avoir un système central, ou en tout cas qui est connecté à tous les acteurs, on va pouvoir créer de l'interopérabilité entre des systèmes qui sont aujourd'hui hétérogènes, normaliser les processus. Et c'est aussi pour ça que les actions de l'ANS et d'autres sont absolument nécessaires pour créer des standards qui permettent cette interopérabilité à terme. L'INS, l'identifiant unique en fait partie, mais il y a aussi d'autres opérations de normalisation qui sont nécessaires pour créer cette connectivité entre tous les producteurs de données et les consommateurs. Voilà. En utilisant la blockchain pour ses natures premières, on va pouvoir relativement aisément indexer l'ensemble des données qui peuvent être connectées à un même patient. C'est la notion de dossier médical partagé, avec une partie qui est aujourd'hui développée au niveau de l'État avec le hub Data Health, mais qui peut être aussi se retrouver localement au niveau d'un hôpital ou d'un centre de recherche. Un deuxième apport attendu par les industriels du secteur, c'est vraiment remettre le patient au centre, lui apporter de la confiance et lui apporter de l'information personnalisée. On peut imaginer plein de choses à travers des applications, des compagnons de santé, l'accompagnement de toutes ces données, qu'elles soient issues du monde médical ou issues de sa montre connectée. Bonjour à tous et à toutes. J'accueille maintenant en
CEO de 23 Consulting, qui va bien sûr nous parler des applications blockchain dans le monde de la santé. Quelqu'un a dû quelqu'un a dû mettre un replay. Yanis, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous faire un état des lieux des applications de la blockchain. J'ai un problème de son. Il y a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez écouter vos micros juste pour qu'on soit sûr que ça vienne de personne? Et puis Philippe, on vous laisse la parole. Dans la santé, avec un fort focus. C'est chez Philippe. Il y a quelques jours dans vos onglets. Discussion. Excusez-moi, j'entends en même temps le live qui se répète. En train de lister les différentes. Excusez-moi. Voilà. Problème technique. Je reprends et je vais conclure rapidement. Donc, je parlais de mettre le patient au centre. Je parlais à travers de ça de recréer le niveau de confiance et de respect du patient. Et donc, la gestion des consentements est un aspect essentiel aussi que la blockchain peut gérer. On en a parlé un petit peu. Le patient va pouvoir contrôler son consentement, pouvoir le modifier en live et les choix qu'il va faire vont pouvoir impacter directement les possibilités ou pas de lire ces données, de les transférer. Et il peut avoir un retour aussi tout à fait valorisé, qualitatif, de qu'est-ce qu'on a fait de mes données, est-ce que j'accepte que mes données soient allées chez tel et tel service par rapport au service rendu, et je vais pouvoir fixer le curseur en temps réel. Ça, c'est autour du patient. Ensuite, au niveau des industriels, il y a des apports nécessaires et qui sont en train d'être travaillés aussi par rapport à la traçabilité globale de la mise sur le marché d'un médicament, de sa production, de sa distribution, comme on l'a déjà aussi évoqué. Et ça, encore une fois, on voit l'apport de la blockchain comme un liant intègre, incorruptible, de bout en bout, et il y a un connecteur entre toutes les différentes données. Ça, c'est un apport essentiel et qui peut permettre indirectement, éventuellement, de pouvoir détecter des faux médicaments, sachant qu'il est difficile d'aller voir ce qui se passe dans un comprimé, mais on peut suivre les données logistiques, trouver des métadonnées qui vont permettre de suspecter des fraudes ou des créations de faux médicaments. Et puis, dernier rapport qu'on peut voir et qu'on investigue aussi, c'est l'information rapide pour la pharmacovigilance. Aujourd'hui, on a pu voir des exemples où les délais entre une alerte, une information sur un médicament mettaient beaucoup trop de temps pour arriver aux personnes concernées, avec parfois des conséquences dramatiques. On peut très bien imaginer d'avoir, avec le compagnon de santé dont je parlais tout à l'heure, et ce compagnon connaissant les traitements utilisés par la personne, son état de santé, savoir si elle est enceinte ou pas, par exemple, pouvoir apporter des alertes en disant « Attention, on a découvert depuis que ce médicament peut apporter quelque chose de négatif vis-à-vis de votre état de santé en particulier, diabète, asthme ou autre, et apporter donc des informations de pharmacovigilance. » Donc on voit qu'il y a tout un ensemble d'apports qui sont autant au niveau régalien, je dirais, pour l'ensemble de la société, mais surtout aussi pour le patient et pour les industriels, pour répondre à leurs enjeux de nécessité de pouvoir mettre des médicaments à des moindres coûts et de manière beaucoup plus rapide sur le marché. Merci beaucoup Philippe pour ce tour d'horizon effectivement très complet sur les enjeux et les apports de la blockchain en santé. Donc là, on a posé la théorie, j'allais dire, les promesses. On va explorer à présent des cas concrets, la pratique de l'usage de la blockchain en santé avec Docteur Data. Alors Nesrine, pourquoi avez-vous créé votre société Docteur Data et à quels besoins métiers répond-elle? Bonjour à tous et merci pour cette table ronde. Alors, Docteur Data existe depuis 4 ans maintenant et notre objectif, c'était d'apporter vraiment une réponse à toutes les questions de protection des données de santé et de valorisation des données de santé, mais de façon 360. C'est-à-dire que, alors moi, je suis docteur en droit, donc il y a la partie, disons, regulatory qui est là, mais aussi la partie normée et surtout la partie technique. Donc, en fait, l'objectif, c'était de créer une équipe qui était pluridisciplinaire et qui pouvait répondre à toutes les questions parce que le fameux métier de DPO, Data Protection Officer, c'est vraiment le mouton à 5 pattes. On lui demande vraiment de tout maîtriser. Et en plus, dans un secteur très compliqué, très déjà normé, qui est celui de la santé. En plus, quand on parle de la santé, il y a plein de choses dedans. Il y a la recherche, il y a le parcours de soins, etc. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment ça, de construire une équipe et d'apporter ces réponses-là vraiment complètes à nos clients. Donc aujourd'hui, on a accompagné en 4 ans plus de 150, on a tenu la listing il n'y a pas longtemps, entre 150 et 200 projets
en privacy by design ou by default. On est DPO de nombreux clients, enfin de nombreux établissements sanitaires publics, mais aussi privés, médico-sociaux et aussi d'entreprises dans le numérique, beaucoup en intelligence artificielle et en télémédecine. Donc voilà, donc ça c'était vraiment, c'est ce qu'ils viennent chercher, ce qu'on voulait offrir, donc on est plutôt content du travail qu'on a accompli. On a encore plein de choses à faire, mais et ça c'est important. Donc nous, c'était notre premier métier, c'est toujours notre métier, on le fait toujours. Et c'est de ce métier-là, forcément on fait plein d'audits, on découvre plein de choses. Il y a la beauté des textes et puis il y a la réalité terrain. Et puis donc dans cette réalité terrain-là, en tant que DPO, nous on est confrontés en fait aux patients, que ce soit des utilisateurs d'une plateforme ou que les patients, les usagers d'un établissement. Donc on est confrontés parce qu'ils exercent des droits auprès de nous. Donc DPO, nous on va à la pêche aux informations dans les services, etc. On essaie d'y répondre dans les délais, parce qu'on a des délais, le RGPD, mais il y a d'autres délais dans le Code de la santé publique. Donc voilà, et donc on essaie d'y répondre et on a vraiment été frustrés. C'était vraiment la sensation, c'est qu'on a l'impression, dans les DPO, on est super, on dit ce que c'est la loi, ce qu'il faut faire, les procédures, etc. Mais in fine, quand on arrive la chose la plus intrinsèque vraiment du fameux RGPD, de toutes les lois, c'est-à-dire les droits des personnes et leurs libertés fondamentales, on était démunis parce qu'on n'avait pas la technique, enfin l'outil, on va dire. Et donc, on a été confrontés dans les premiers sujets sur des notions de traçabilité de consentement. Alors, Philippe et Patrice en ont parlé, je vous remercie, de consentement, d'opposition sur des réutilisations de données ou d'opposition de tout court parfois. Voilà, tout n'est pas légitime, tous les droits ne sont pas acceptables parce qu'il y a des obligations légales en face des établissements. Et donc, voilà, donc on s'était dit, super, nous, quand on remonte ça au service, etc., on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est vraiment réel. De la même façon, on a encadré énormément de recherche clinique, on a beaucoup travaillé avec des promoteurs et des centres investigateurs sur des projets, on encadrait 3 à 4 essais cliniques par semaine sur des périodes très longues. Et pareil, voilà, le consentement du patient, comment le tracer, et puis quand on rentre dans un essai clinique, derrière les données, elles peuvent être utilisées et être pertinentes pour un autre projet de recherche qui n'avait pas une finalité compatible. Donc, je ne vais pas rentrer dans des termes juridiques, je pense que Maître Bellé va être un peu sur ces sujets tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est des complexités. Voilà, quand on fait notre métier de DPO, à la fin, on a l'impression que nos clients, nos partenaires, ont le choix soit de faire du hors-piste, donc passer outre cette réglementation et les droits des patients, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Avant tout aussi des médecins, donc ils ont une déontologie, ou alors ne rien faire parce que face à tout ce qui leur tombe dessus, et une inertie. Ils disent, mais je lâche les bras, c'est dommage, c'est pas possible. En France, on a besoin que les gens fassent les choses et pas qu'on les bloque. Donc voilà, donc nous on s'est dit, on va essayer de dire que en fait, aujourd'hui, faire de l'innovation grâce aux données de santé, c'est pas antinomique avec respecter la privacy, la vie privée des patients. Et donc c'est parti vraiment de là, on a démarré. Alors moi, je m'intéressais à la blockchain pour vous donner un peu un retour d'expérience. D'un point de vue purement juridique, comme je viens du droit, voilà, c'était les smart contracts, etc. Je regardais ça un peu aux États-Unis, comment il est déployé sur d'autres domaines complètement hors champ santé. Et donc voilà, donc après je me suis intéressée, je me suis débrouillée toute seule. Je suis allée faire passer des formations en ligne, notamment celle du MIT, mais il y en a plein d'autres qui sont bien. Et puis j'ai embarqué notre CTO dans l'histoire. On a commencé en 2019. Et je dis voilà, moi je suis frustrée, il faut que tu me règles mon problème. Voici les workflows, on connaît le métier, on connaît la réglementation. Voici ce qu'on doit sortir à la fin. Et on a fait 2 ans de R&D. 2 ans de R&D où on a, je tiens à le souligner, en autofinancement. Donc, on a investi nous-mêmes dans ça. Et donc, on a fait 2 ans de R&D, on a fait des expérimentations en fin de course, parce qu'il fallait quand même qu'on ait des vrais clients aussi à la fin. Et en fait, à partir de ces dispositions-là et de ces recherches et développements qu'on a fait, on a réussi à construire des workflows. Et avant de parler de la techno-blockchain, ce qui est important pour nous, et ça a été rappelé tout à l'heure par Patrice, c'est le cas d'usage. On a pris des workflows qu'on a décortiqués parce qu'on les vivait, et que nos clients les vivaient aussi, qu'on a décortiqués, qu'on dit, OK, il faut qu'on fasse d'abord un outil qui réponde à ces besoins-là, qui apporte vraiment une solution concrète, qui soit facile, qui fasse gagner du temps. Du coup, pour ces acteurs-là, c'est gagner du temps, c'est faire d'autres choses, et aussi réduire des coûts. Je ne dirais pas jusqu'à gagner de l'argent, c'est vraiment une réduction de coûts. Et du coup, d'arriver à ça, parce que sinon, on n'aurait pas d'adoption, on n'aurait pas d'usage. Et on aurait pu faire la plus belle des technos, ça ne servait à rien. Donc, on a d'abord travaillé sur ça, et donc tous ces workflows-là, et nous, on a utilisé les smart contracts. Et donc, les smart contracts pour automatiser tout ce qui est opt-in, opt-out, parce qu'il n'y a pas que le consentement pur juridique,
Il y a aussi de l'opt-out, il y a des règles qui s'appliquent, etc. Et donc voilà. Et le consentement, par ailleurs, de répondre à des conditions libres, spécifiques, univoques, éclairées. Donc une case à cocher, ça ne suffit pas. Donc voilà, donc ça, on a travaillé à tout ça. C'était compliqué parce que c'était le juridique avec la tech qui devait trouver des solutions. C'est rarement facile, mais on a réussi. Et tous ces workflows-là, en fait, on les a brevetés. On a été le premier brevet français sur ces technos-là, dans ce domaine-là, à faire ces workflows-là et à les déployer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le commercialise depuis le début d'année, enfin Noël, le début d'année. Et on a le premier centre hospitalier, on communiquera à Santé Expo au mois de mai, des biobanques qui sont avec nous et on les aide à faire ça. On les aide à faire ça dans des essais cliniques, on les aide à faire ça dans des actes médicaux, parce qu'il y a du consentement à l'acte. Sur certains actes, il faut absolument un écrit. De toute façon, quand il ne vous faut pas un écrit, le Code de la santé publique vous dit qu'il faut quand même le prouver après. Donc, ça, c'est la règle, le côté drôle du droit. Et puis, dans la réutilisation de données à but de recherche, par exemple la MER04 ou pour monter des entrepôts de données, etc. Donc, on a adapté à ces trois usages métiers le côté opt-in et le côté opt-out, avec le workflow pour avoir, si on est dans l'opt-in, de l'éclairer, etc. Et bien sûr, on a une vision de rêve quand on fait ça, puis on arrive à des réalités où la qualité des données dans les établissements, parfois, voilà, on n'a pas tout. Il faut faire beaucoup d'identité-vigilance, c'est ce qui nous a challengé, ce qui est super, d'où les expérimentations. Et c'est ça qui a été important pour nous. Le but, c'était qu'on ait vraiment l'identité du patient, que ce soit lui qui consente ou qui opte pour lui-même, et pas pour quelqu'un d'autre, etc. Et il y avait aussi toute la notion des tuteurs, des représentants légaux. Alors, je vous passe tout ça. On a vraiment essuyé les plâtres. Je ne sais pas si d'autres sont en train de faire la même chose qui nous contactent. On va vous aider parce que ça sert à rien de perdre votre temps. Mais du coup, on a vraiment avancé sur ça. Et ce qui fait que tout de suite, on est obligé de leur dire quand même qu'il y a de la blockchain. Hein. D'un point de vue déjà, ne serait-ce que RGPD, on a un accord RGPD, on a l'analyse des mesures de sécurité, etc. Et on leur explique qu'il y a de la blockchain. Mais ce qui est super, c'est qu'ils adoptent, ils sont là parce que d'abord, il y a un usage et ça va vite. Et quand je leur explique c'est quoi l'apport de la blockchain, comment on peut dire que justement, ce qu'on veut faire, nous, c'est une plateforme qui ne peut pas mentir. C'est ce que je leur dis. C'est-à-dire qu'en termes d'intégrité, l'intégrité, la qualité de la donnée qui est là, la décision du patient, c'est de pousser vers des normes que sur ces sujets aussi sensibles, on est autre chose que des logs informatiques classiques qu'on a aujourd'hui, qu'on peut modifier très simplement en prod. Donc voilà, et donc quand on parle à des DSI, ils comprennent très bien. Et c'est ça là, on leur dit, c'est que nous, on est DPO, on n'est pas éditeur de logiciels lambda. Notre premier métier, c'est DPO. Alors on peut nous faire confiance, Docteur Data, c'est un bon nom, les DPO, eux, ils ne vont jamais faire les choses mal. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je ne le ferai pas, je suis représentante légale, mais on ne sait jamais dans l'avenir ce qui peut se passer. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cet outil aussi, pour dire, voilà, vous dire qu'on connaît la loi et qu'on ne va pas faire quelque chose de mal, vous allez nous faire confiance, c'est très bien. On va faire mieux. On va faire en sorte que tout le monde nous fasse confiance, parce que même nous, on ne peut pas changer ce qu'il y a dedans. Et c'est ça le but, donc de passer de cet usage-là à cette adoption. Et ce qui fait qu'on fait pas mal de pédagogie parce qu'ils connaissent la blockchain, comme dit Patrice, par le Bitcoin. Et puis alors aujourd'hui, c'est les cryptos, c'est tout ce qu'on entend mélangé à du métaverse. Enfin, voilà. Et ils ne voient pas ça comme juste un outil qui va nous permettre de quelqu'un puisse la donner, de prouver derrière un peu plus fortement et d'avoir vraiment une intégrité. Et donc, ils commencent un petit peu aujourd'hui à appréhender ça de cette façon-là. Excusez-moi, Nesrine. Pas dans les détails après. Excusez-moi, oui, merci beaucoup pour ce partage, ce retour d'expérience. Avant de vous passer la parole, Patrice, il y avait une question pour Nesrine. Concrètement, pour chaque consentement patient, y a-t-il un smart contract? Et une deuxième question, comment conciliez-vous les exigences du RGPD et le stockage des consentements sur la blockchain? D'accord, je vais répondre à la première. La deuxième, je vais répondre un peu, mais je ne vais pas spoiler l'intervention. Oui, parce qu'après, effectivement, on va parler plus sur l'alimentaire. C'est ça. Donc, sur la première, en fait, notre smart contract, il est vraiment automatisé pour s'adapter à ce que ce soit de l'opt-in ou l'opt-out. Il n'y a pas de smart contract, c'est l'algorithme, il n'y a pas de smart contract par consentement. Après, vous pourrez rentrer dans les détails avec notre CTO. Demain, je vous mettrai en contact. Je ne sais pas qui a posé la question. Mais on a un smart contract qui a une règle. Et qui s'adapte à cette règle-là. Parce que je vous ai parlé d'opt-in, mais il y a aussi de l'opt-out. Et l'opt-out, vous savez, vous informez, vous attendez pendant un certain temps que la personne s'oppose ou pas. Enfin, voilà. Donc, c'est différent. Donc, ce qui fait qu'on a un seul smart contract pour tout ça. On est en train de contract parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a une interface. Et on a des acteurs qui font de la téléexpertise ou autre,
qui sont d'abord nos partenaires, hein, donc aujourd'hui on travaille avec eux à ce moment-là, qui veulent utiliser notre brique pour eux gérer le consentement grâce à nous. Et donc nous on a une API, et du coup là forcément il y a des histoires de cloisonnement, etc. Donc on ne peut pas tout mélanger. Je ne rentre pas trop dans les techniques là-dessus. Sur le RGPD, bon, on s'est challengé nous-mêmes, hein, c'est notre métier d'IPO. On est sur des données de santé. Alors, quand on gère un consentement ou un opt-out, on n'a pas le dossier médical, mais bon, on a l'information que cette personne est contactée parce qu'elle a eu telle pathologie. Donc, rien que ça, voilà, ça nous donne une information de santé sur cette personne-là. Donc, nous, on est forcément sur un hébergeur en France, qui s'appelle Claranet, je pense que ce n'est pas un secret, qui s'appelle Claranet, voilà, on héberge les données identifiantes de santé. Je ne vais pas non plus vous apprendre qu'aujourd'hui, pour faire de la blockchain qui ne sera pas on-premise, parce que c'est impossible dans notre cas et c'est même dans d'autres cas, c'est AWS ou Azure. Donc, nous, on a fait un privacy by design où on a découpé tous les hashes qu'on pourrait avoir, des ID des patients, du hash du consentement. On n'a même pas le nom du document dans la blockchain, c'est un hash, de toutes les données identifiantes. Donc, on a fait un privacy by design où on a cloisonné ces deux choses-là, de sorte que quelqu'un qui viendrait sur Microsoft, en fait, ne pourrait pas voir exactement l'identité des patients, puisque ce ne sont que des hashes. Okay, alors, nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous. J'aime bien citer Jean Bodin qui dit la souveraineté, c'est le pouvoir de commander et de contraindre sans être ni commandé ni contraint. Donc, c'est encore un autre sujet derrière. Mais sur la souveraineté des données, nous, c'était important. On l'a fait, et je tiens à le rappeler, on a commencé en 2019. On l'a fait avant que tout ce qu'on a pu entendre avec la CNIL, le SData Hub, Microsoft ne sorte. C'est-à-dire que nous, c'était une condition sine qua non. Je vous laisse imaginer le coût d'un hébergeur de données de santé français versus un cloud provider, le coût de cette structuration, cette architecture, et le coût aussi d'énergie de mon équipe qui a mis à se déployer ça et qui me prenait pour une folle en 2019. Donc, de vouloir faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a cherché, chacun de nos prestataires qu'on utilise, on a cherché toujours à avoir quelqu'un en France ou en Europe. Et pareil, pour Patrice, Philippe, je sais que voilà, je ne vais pas spoiler des choses, mais on aimerait bien avancer aussi. On fait partie de la fédération de blockchain. Rémi intervenait plus tôt pour avancer, pour créer des tissus industriels sur la partie infrastructure en Europe. Mais j'ai échangé avec la plupart des PDG qui font du cloud provider. Il n'y avait toujours qu'AWS et Azure qui pouvaient faire ça. Et pour moi, c'est dommage. Mais il ne faut pas qu'on nous le coche. Je m'arrête là, je spoil le coup. Oui. Merci beaucoup pour ce cas d'usage. Donc là, on essaie de comprendre un petit peu concrètement ce qu'on pouvait mettre en place, les cas d'usage et les applications concrètes de la blockchain. Patrice, vous avez un autre cas à nous partager qui concerne également la gestion du consentement patient. Oui, tout à fait. Mais déjà, merci beaucoup Nesrine pour l'exposition du cas d'usage. C'est très clair, la solution aussi. Nous, on a aujourd'hui un projet qui s'appelle Consent Chain, donc qui est financé par la région Occitanie en partenariat avec l'Université de Montpellier et Toulouse Business School, qui, pareil, regarde un petit peu quels sont les apports de la blockchain sur le consentement éclairé du patient, avec une vision peut-être un tout petit peu différente, puisque nous, on va plutôt regarder ça par un œil identité décentralisée, c'est-à-dire vraiment de comprendre comment le patient en tant que tel peut porter ses consentements. Donc, on est vraiment sur de la pure R&D. Ce n'est pas forcément encore très mature, même d'un point de vue technologique, mais voilà, on a toute une réflexion autour de ça. Et clairement, on voit des pistes qui sont très intéressantes. Moi, si je devais rebondir effectivement sur ce que vous disiez, sur ce que tu disais, Nesrine, je trouve ça très intéressant. C'est de dire, aujourd'hui, ce qu'on disait en introduction, la blockchain est une technologie. Elle a la capacité décentralisée. On parlait notamment du Health Data Hub. Donc, elle est intéressante en fait quand il y a justement des écosystèmes qui doivent s'échanger de la donnée. C'est-à-dire que si vous avez une personne, une entité qui va gérer un ensemble de données de santé, à ce moment-là, la blockchain, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Prenez plutôt une bonne vieille base de données. En revanche, si on reprend le cas d'usage du consentement, on voit bien que d'un côté, on a des promoteurs qui vont financer des recherches. De l'autre côté, on a des centres investigateurs qui vont recruter des patients. On a les patients. On a l'Agence du médicament, la NSM, qui va vérifier tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui a besoin de s'échanger de la donnée. Et si on la centralisait, ce serait assez... Ça n'existe pas aujourd'hui, ça fait un certain nombre d'années, pourtant qu'il y a eu des réflexions autour de ça. Donc, on pressent bien qu'en fonction des cas d'usage et en fonction de l'écosystème qu'il y a autour,
la blockchain s'impose naturellement ou pas. Sur la partie architecture, on y reviendra un petit peu après, mais je rejoins aussi ce que dit Nesrine sur les problématiques de souveraineté qui sont effectivement très intéressantes. De souveraineté et donc de réglementation, parce qu'on sent finalement, on ne l'a pas encore abordé de front, mais là maintenant on va poser un petit peu le cadre. Voilà, beaucoup de promesses, beaucoup de choses possibles, une technologie qui effectivement peut avoir un véritable effet levier d'accélération même, mais derrière les cas d'usage, il y a des règles à respecter. Et donc, c'est votre partie, Maître Veslet. Comment la blockchain est-elle encadrée en France? Est-ce qu'il y a des obligations notamment à respecter? Oui, donc je dirais que je vais commencer par 2-3 principes très simples, parce qu'en matière de réglementation et surtout dans le secteur de la santé, comme ça peut apparaître compliqué du fait de l'hétérogénéité et du grand nombre de règles applicables, ce qu'il faut retenir, et ça sera vraiment un des premiers éléments d'introduction, puis après je vais rentrer dans le sujet, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de règles légales spécifiques à la blockchain actuellement, sauf en ce qui concerne le secteur financier et de la monnaie et bancaire. Et donc, il n'y a pas de règles spécifiques à la blockchain dans le domaine de la santé. Ensuite, deuxième principe, toute la réglementation relative aux données s'applique à la blockchain. Ce n'est pas une zone de non-droit, on l'a dit il y a 15 ans quand Internet est sorti, on le redit ici, c'est-à-dire, et on vous l'a dit déjà à de nombreuses reprises, je crois ce matin, les règles en particulier de protection des données, mais aussi la propriété intellectuelle, mais aussi les règles contractuelles s'appliquent à la mise en œuvre d'un outil blockchain. Ce n'est absolument pas une zone de non-droit. Et je dirais le troisième grand principe introductif, si vous devez retenir 3 messages ce matin, c'est le troisième. On peut tout à fait envisager des cas d'usage dans le domaine de la santé avec la technologie blockchain. On continue à avoir des doutes à ce propos et c'est vrai qu'on peut complètement envisager d'utiliser cette technologie, mais c'est vrai, pas pour tout faire et pour certains cas d'usage qui ont déjà été très largement évoqués. Donc ça, c'est pour mes 3 messages clés. Donc avant de vous exposer un peu, je dirais rapidement, les règles dont vous devez tenir compte, on ne pouvait pas faire l'économie d'un petit focus sur de quoi on se parle quand on se parle de données de santé. Et je vous ai proposé ici ce schéma pour d'abord se dire que la réglementation en matière de protection des données, avant de se demander quelles sont les règles spécifiques aux données de santé, on est d'abord questionné sur de quel type de données on se parle. Et pour que la réglementation sur la protection des données s'applique, il faut que les données, elles soient identifiantes, donc soit directement, soit indirectement. Et c'est le premier rectangle rose pâle que vous voyez ici. Sur vos projets et dans le cadre de l'utilisation de la blockchain, il y aura d'abord la question à se poser, quelles sont les données à caractère personnel, d'ailleurs, c'est-à-dire celles qui sont identifiantes, qui sont concernées par le cas d'usage envisagé. À l'intérieur de ce rectangle, s'agissant des données de santé, vous avez une première sous-partie qui sont les données relatives à la santé et qui sont celles qui sont définies par le RGPD et par la loi informatique et liberté comme étant les données qui se rapportent à l'état de santé d'un individu, fût-il bon ou mauvais. Donc là, à retenir, il ne s'agit pas que des données de santé relatives à un état pathologique. Être en bonne santé, c'est déjà une information relative à votre santé. On est déjà dans la réglementation relative aux données de santé. Et puis en France, on a une spécificité, ça serait pas drôle sinon, si on n'avait pas cette exception légale française que tout le monde connaît pour tout un tas de sujets. C'est pareil en matière de données de santé, on a cette exception qui est le cadre spécifique de l'hébergement de données de santé qui date un peu maintenant et qui a évolué d'ailleurs au fil du temps et qui concerne certaines données relatives à la santé, mais pas toutes, et que sont les données produites à l'occasion d'une activité de soins, prévention, diagnostic ou de suivi social ou médico-social. Donc pour ce groupe de données-là, on est de manière concentrique, on est dans ce rectangle rose un peu plus vif parce qu'aux règles en matière de RGPD va s'ajouter d'autres règles liées à la protection du secret et d'autres exigences liées à la réglementation des hébergeurs qui procèdent donc à l'hébergement de ces données. Et il y a 6 niveaux de service qui sont décrits dans un décret sur lequel je ne vais pas revenir en détail, mais qu'il faut avoir à l'esprit et qui s'applique pleinement au stockage de données de santé lorsque ces données font partie de ce groupe, de ce 3e groupe, ce qui n'est pas le cas de toutes les données de santé. Donc voilà pour ces premières notions. Donc en matière de blockchain et de données de santé, évidemment, vous allez pouvoir vous retrouver, évidemment dans le premier rectangle, parce que je ne vois pas comment une blockchain ne met pas en jeu, ne met pas en scène certaines données identifiantes.
pas toujours des données relatives à la santé. Et Nesrine nous a donné déjà cette approche de privacy by design où on va séparer les données pour pouvoir peut-être ne pas faire circuler dans la blockchain certaines données qui devraient, par exemple, être uniquement stockées par des hébergeurs de données de santé. Et pas toujours ce troisième rectangle, puisque en fonction des cas d'usage, vous ne serez pas confronté à ce troisième paquet de données. Donc, autrement dit, sur chacun des projets des cas d'usage, blockchain et données de santé, vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous vous trouvez dans le deuxième rectangle ou dans le troisième rectangle, vous serez certainement dans le premier. Donc voilà pour déjà je dirais ce petit focus sur les catégories de données. Ensuite, je vous remercie de passer au deuxième slide. Et là, comme mon temps est limité pour aujourd'hui, je vais passer très vite sur les sujets clés. Et donc, pareil, les questionnements que vous devez vous poser pour définir le cadre de conformité de vos cas d'usage. Et je redis une fois encore qu'il y a des cas d'usage possibles dans le secteur de la santé. Et c'est vrai au premier rang desquels, je dirais, les fonctionnalités, les features que sont la traçabilité, le recueil du consentement. Donc déjà, en matière de blockchain, vous allez devoir vous poser à chaque fois la question de qui vous êtes en fait dans la blockchain. Parce que, comme vous le savez sans doute, dans la réglementation en matière de protection des données, c'est comme au théâtre, il y a des acteurs qui sont normés et on est forcément l'un de ces acteurs. Donc, en particulier, la question de savoir si vous êtes responsable de traitement ou si vous êtes sous-traitant ou si vous êtes personne concernée. Alors, les personnes concernées, je commence par celle-là, c'est celles dont les données sont traitées. Donc, c'est celles qui sont identifiées par les données. Le responsable de traitement, c'est celui au sens de la loi qui prend l'initiative, qui a la décision entre ses mains de la mise en œuvre du traitement et qui va donc en définir les finalités et les moyens, en déterminer les finalités et les moyens. Ça ne veut pas dire forcément les développer. Il y a encore cette espèce de croyance que celui qui développerait les moyens serait le responsable de traitement. Alors non, il y a beaucoup d'éditeurs, de prestataires qui développent des solutions. Ils ont vraiment la main sur le développement des solutions, de la conception à même l'exploitation et à la supervision. Pour autant, ils sont quand même sous-traitants parce qu'ils ne vont pas définir la finalité, ils ne sont pas donneurs d'ordre. Ce n'est pas en leur nom et pour leur compte que les données sont traitées. Et ça, cette définition-là, c'est celle du responsable de traitement. C'est vraiment, je dirais, le grand chef des data, je vais le présenter comme ça. C'est celui qui va décider de pourquoi on traite des données et pourquoi on les met en œuvre. Donc, ces questions, vous devez vous les poser dans la blockchain. Alors, c'est vrai que c'est moins évident qu'avec d'autres technologies parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui vont relayer la donnée, la sécuriser, la réauthentifier. Et donc, je dirais que basiquement, ce que vous devez retenir, et c'est vraiment je dirais la façon dont la CNIL, notre autorité de contrôle et d'interprétation des textes, retient la technologie blockchain, c'est au nom de qui et qui va, pour le compte de qui, les données vont être traitées via la blockchain. Donc, prenons les cas d'usage qui ont été évoqués jusque-là. L'étude clinique, c'est un bon cas d'usage. Bon, le responsable de traitement de la circulation des données, c'est évidemment le promoteur, puisque c'est lui qui est responsable de traitement d'une étude, je dirais à tous les stades de déploiement d'une étude. Et ça, c'est vieux depuis des années-lumière. La CNIL a toujours considéré que les promoteurs d'une étude, quelle qu'elle soit, étaient responsables de traitement. Donc, ça sera pareil pour la blockchain. Les sous-traitants, ça sera tous ceux qui vont, à un moment donné, fournir un peu ou prou de l'énergie informatique, de la technologie, une opération technique quelconque sur la data, à toute la chaîne de la blockchain, justement, et qui seront tous des sous-traitants. Alors, il faudra se poser la question de rang 1, de rang 2, de construire une architecture contractuelle adaptée, qui contracte avec qui sous-contracte avec qui. Et ça, c'est ça l'avantage de la blockchain, c'est qu'en même temps qu'elle va embarquer la technologie, elle pourra embarquer justement les contrats qui sont exigés par la réglementation. Donc ça, c'est pour les acteurs. Vous allez devoir vous poser la question, qui est très aiguë depuis quelques mois, des transferts de données. Donc, s'il y a un principe de libre circulation des données intra-Union européenne, qui est inscrit dans le RGPD, et qui donc permet de faire circuler les données sur tous les territoires de l'Union européenne, sans guichet particulier, sauf lorsqu'il y a des exigences au moment de l'adaptation du règlement du RGPD dans les législations. Sur les données cliniques et sur les données de santé, il y a ce qu'on appelle en légistique les marges de manœuvre. Et certains pays européens, dont la France, ont adopté des règles spécifiques dans leur loi nationale que le RGPD leur laissait en tant que marge de manœuvre. Donc, il faudra toujours, de toute façon, sur des projets intra-Union européenne,
intra-Union européen, vous posez la question de l'existence de règles spécifiques. Mais pour autant, il n'y a pas d'entrave possible à la libre circulation des données. En revanche, au niveau hors Union européenne, il y a cet enjeu de faire circuler, et c'est la technologie même de la blockchain qui peut embarquer évidemment par définition et par construction la circulation de données hors de l'Union européenne. Il y a la question des transferts, et cette question des transferts est réglée par le RGPD et depuis quelques mois agite les juridictions françaises et d'autres juridictions européennes et les autorités de contrôle avec l'annulation du Privacy Shield qui ne concerne que les États-Unis mais qui au fond repose cette question qui est aiguë de l'accès des autorités publiques extra-Union européenne aux données des Européens du fait de leur législation et du fait que les contrats, que ce soit les conventions de transfrontalières de données, que sont les clauses contractuelles type, ou des mesures additionnelles, ou des accords de convention type Privacy Shield entre l'Union européenne et les États-Unis, ne pourraient objecter quant à leur accès. Donc l'annulation du Privacy Shield a mobilisé tous les acteurs et aujourd'hui pose l'épineuse question de jusqu'à quelle mesure additionnelle on doit aller pour garantir l'impossible accès des autorités publiques extra-Union européenne aux données. Et donc la réponse, elle est forcément technique. Puisqu'on aura beau mettre dans des contrats des interdictions, évidemment, les lois souveraines de ces pays-là n'ont que faire de nos contrats droit européen. On aura beau situer peut-être nos établissements au sens juridique sur l'Union européenne. Ce qui va compter à un moment donné, si les données circulent, c'est l'incapacité technique des autorités de ces pays-là à accéder aux données. Et cette incapacité technique, je dirais la mesure phare, et je vais vous le dire avec mes mots d'avocat, mais on a ici sur la table ronde des gens beaucoup plus capés que moi pour vous expliquer mieux que ça. Mais l'incapacité technique, c'est évidemment le chiffrement des données et la détention des moyens de chiffrement par des acteurs qui ne sont pas sous souveraineté de ces pays-là et qui donc n'auront jamais l'obligation légale de communiquer ces clés. Donc ça, c'est pour vous expliquer très rapidement comment on peut faire et pour vous dire à quel point c'est cette problématique de transfert de l'Union européenne, hors Union européenne, ne doit pas entraver le développement de la blockchain puisqu'il y a des réponses, alors bien sûr contractuelles, mais surtout technologiques par feu à l'accès technique possible des autorités publiques de ces pays aux données de nos citoyens européens. Et donc, troisième sujet qui doit être instruit et je dirais pris en compte dans la définition de votre cadre de conformité, dans vos cas d'usage, c'est parce que vous traitez des données de santé à travers la blockchain, c'est la définition des bonnes bases légales. Vous savez que le RGPD impose la définition des bases légales et des exceptions légales, parce que nous avons deux articles en fait qui sont souvent considérés à tort comme confondus. Or, les autorités demandent vraiment le cumul des deux pour le traitement des données de santé. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser la blockchain pour traiter des données de santé, vous devrez vous poser la question de la base légale, article 6, mais aussi de l'exception légale dans laquelle vous vous situez pour traiter ces données. Et je vous rassure immédiatement, évidemment, le législateur a très bien fait les choses pour les cas d'usage légitimes que sont la prise en charge des patients, les études cliniques, les dispositifs médico-logiciels, enfin que sais-je, tous ces, je dirais, attributs de la prise en charge des patients en e-santé, on se situe sur des exceptions légales, donc il sera possible de traiter les données de santé. Donc en résumé, blockchain et données de santé, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez pas pouvoir stocker certaines données directement dans la blockchain, puisqu'elles vont relever d'un stockage obligatoire chez des hébergeurs de données de santé. Pour autant, pour satisfaire à des exigences et des fonctionnalités, je vais le dire légales, de certains cas d'usage dans le domaine de la santé, la blockchain va être particulièrement indiquée, que vont être la gestion des consentements, la gestion des obligations de traçabilité, la contractualisation avec les acteurs, que ce soit le patient, mais aussi entre professionnels de santé et industriels de santé. Donc, vous avez ici tout un tas de cas d'usage dans le domaine de la santé que la blockchain va pouvoir servir correctement dans un cadre de conformité en cible des exigences légales et réglementaires. Voilà, donc j'ai essayé de tenir les timings qui m'étaient impartis. Je pourrais vous en parler très, très longtemps. Oui, mais je crois que c'est essentiel pour des messages devant être passés. Non, mais merci beaucoup. Voilà, c'est une bonne synthèse de ce qui existe, de ce qui est possible de faire. Je vois que le temps file, donc effectivement, on va nous-mêmes accélérer un petit peu pour s'intéresser aussi à la réalité de l'écosystème français, parce que
Blockchain, c'est aussi ça un des enjeux, savoir si cet écosystème existe en France, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des freins au développement de la blockchain aujourd'hui. J'avais envie de vous solliciter, Philippe, parce que vous en avez un tout petit peu parlé en préambule, mais peut-être le reposer un petit peu, savoir quelles sont les infrastructures disponibles et donc savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la blockchain en France. Est-ce qu'on a atteint une maturité sur le sujet? Eh bien, vous l'avez vu à travers les différentes discussions d'aujourd'hui, on est en train d'apprendre, on est en train globalement de bâtir l'écosystème. Maître Bellay a fait une excellente synthèse de tout ça, et je vais rappeler les éléments clés, effectivement. La blockchain va permettre de créer une gouvernance, parce que les algorithmes, les smart contracts qu'on rend dans une blockchain sont absolument incorruptibles, donc elle est un tiers de confiance qui renforce ces tiers de confiance dans la gouvernance et la gestion des données. Mais malgré tout, dans la blockchain, on ne peut pas stocker n'importe quelle donnée. Il y a beaucoup de précautions qui seront à prendre. Et donc, on va être obligé d'imaginer plusieurs types d'infrastructures dans lesquelles on va pouvoir stocker de l'information. De l'information anonyme, de l'information chiffrée, de l'information pseudonymisée. Ça peut passer par des wallets, ça peut passer par la blockchain elle-même, ça peut passer par des HDS, etc. Mais on a tout un écosystème à bâtir pour distribuer la donnée en fonction de sa finalité et de sa sensibilité. La blockchain étant l'acteur d'interaction et de mise en connexion qui est au milieu. Le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est les solutions d'authentification. À partir du moment où on va faire jouer des acteurs entre eux, un peu comme dans un métaverse, il faut être absolument certain de qui est représenté, qui est acteur dans cette blockchain pour s'assurer qu'il ne se fait pas passer pour quelqu'un d'autre. Donc, on a tout un tas de briques technologiques qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, les solutions qui se proposaient pour présenter à nous, globalement, sont soit des blockchains publiques, qui aujourd'hui ont atteint leurs limites, je dirais, d'abord par rapport à leur consommation d'énergie, à leur temps de traitement, et puis maintenant le coût, avec l'envolée du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Il est apparu des solutions autres qui sont des blockchains publiques, mais hébergées par des privés, qui cherchent à avoir de la performance et qui aujourd'hui hébergent des solutions de NFT, qui ont tout leur intérêt, qui permettent de faire aussi de l'interopérabilité. Mais en France, on manquait un peu d'infrastructures, alors que dans d'autres pays européens, on a déjà mis en place des solutions intéressantes. Alors, donc j'annonce un petit peu en préambule, en anticipation, la création d'une nouvelle alliance dans la blockchain, une alliance qui a vocation à mettre en place une base technique transversale, autant pour le monde privé que pour le monde public. Ça s'appelle l'Alliance Blockchain France. On est une quinzaine de membres fondateurs de cette alliance, avec DocaPost, IN Group, Orange Business Services, Archipels, etc., Droon et d'autres. Et notre ambition, c'est justement de normaliser, de créer des règles techniques de fonctionnement et de proposer, de mettre en place en France une blockchain souveraine dont la gouvernance est claire et transparente, et qui permettent d'offrir un support efficace et économique et à coût stable à l'ensemble des industriels ou des opérateurs qui voudraient utiliser des solutions blockchain dans une logique semi-publique, semi-privée. C'est-à-dire que ça sera les membres de l'association, de l'Alliance, qui vont héberger les nœuds et qui vont mettre en place cette gouvernance technique entre eux. Donc aujourd'hui, on démarre, on est une quinzaine, mais cette alliance a vocation à s'ouvrir à tous les acteurs français qui sont intéressés, et on a déjà beaucoup de candidats ou de personnes intéressées par nous rejoindre. Très bien, merci beaucoup. Nesrine et Patrice, est-ce que vous aviez justement, pour compléter un petit peu sur cette partie écosystème, ou alors si vous aviez un point que vous étiez abordé dans ces dernières minutes, pour compléter, voilà, quel serait le point peut-être à retenir des interventions, de votre propre expérience, des cas d'usage en santé. Vous l'expliquiez tout à l'heure, Nesrine, qu'effectivement, vous aviez un petit peu essuyé les plâtres, ou en tout cas défriché beaucoup le terrain. Une personne qui se lance aujourd'hui, quel pourrait être votre conseil ? De continuer dans son projet, de ne pas abandonner, c'est le premier point. Parce que la santé, en dehors de la blockchain, même si là, ça s'est accéléré, malheureusement, grâce au Covid, c'est quand même des temps de décision, des temps de déploiement, des choses assez longues.
Voilà, quand on cherche à grossir et pas grandir, c'est pas forcément tout de suite le ROI qu'on a. Enfin, voilà. Donc voilà, mais il ne faut pas abandonner parce qu'il faut quand même développer ce tissu-là. Et après, je laisserai Patrice compléter. Mais c'est vrai que nous, on est très demandeurs d'infra et de solutions qui soient au moins européennes. C'est encore mieux. Parce que voilà, nous, c'est pour le coup, c'est le bout de la chaîne qui nous manque. Et ça, on l'attend. Bien sûr, il faut que ça réponde à des besoins de scalabilité, de performance, tout ça, et forcément de co-maîtriser, mais on l'attend vraiment. Et je pense que là, le travail de la fédération dirigée par Rémi, et tout l'écosystème, le fait qu'on ait cette table ronde, ce que lance Philippe, les initiatives et R&D que lance Patrice, enfin tout ça, ça va contribuer à un moment donné. On aura des champions, que ce soit dans des cas d'usage ou dans des infras. Mais il faudra bien qu'on travaille ensemble, je pense. Patrice ? On est tout à fait en ligne. Hein. C'est vrai que quand on se lance dans un projet blockchain, alors, a fortiori en santé, il y a des points de blocage qui arrivent assez rapidement. On ne peut pas effacer les données, donc ça ne respecte pas le RGPD. Donc, je pense qu'on a répondu à ce point-là. Techniquement, ce n'est pas mature. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les technologies blockchain, là je vous parle, je mets ma casquette ingénieur, sont matures et permettent de faire déjà un certain nombre de choses, de cas d'usage. On parlait NFT, on parlait Bitcoin, enfin, il y a déjà pas mal de cas d'usage, donc dans la santé aussi. La réflexion à avoir, effectivement, elle est double. Hein. C'est comme c'était mentionné en amont, c'est la problématique de la gouvernance, c'est-à-dire que déjà, ça peut être compliqué dans le monde de la santé d'amener un certain nombre d'innovations, mais quand il faut le faire à plusieurs, et se mettre d'accord sur les règles, ça peut emmener encore plus de complexité. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. Et inversement, si on est tout seul, pas forcément l'intérêt de partir sur des solutions de typologie blockchain. Et le deuxième point, quelque chose de très sensible. Donc on a envie, en tant que citoyen, hein, qu'elle repose sur une base solide, une infrastructure solide. Et c'est pour ça que les initiatives qui sont lancées, j'espère qu'elles seront soutenues d'un point de vue étatique, puisque finalement, quelque part, c'est aussi là-dessus qu'on a besoin d'aide pour pouvoir, nous, innover, déployer des use cases, déployer des solutions innovantes, toujours plus au service des patients. En tout cas, je pense que c'est l'objectif de tout le monde autour de la table. Merci beaucoup. Et Philippe, il y avait une petite question concernant l'alliance. Sera-t-il possible de recommander votre alliance à des projets en création? Est-ce que ça signifie que vous ne prenez que des nouveaux entrants avec des personnes post-création, ou est-ce qu'on peut recommander votre alliance à des projets en création? Oui, absolument. Donc, vraiment, la philosophie de cette alliance, c'est de ne pas être un club fermé d'industriels et de squatter. Donc, je salue le fait que dès le départ, il y a des grands groupes, il y a aussi des startups. Et on a présenté notre initiative au gouvernement. Et le gouvernement veut absolument se joindre à nous, hein, la Caisse des dépôts et consignations. On est en train de discuter avec la DGE, etc., pour nous soutenir. C'est aussi un véhicule qui a vocation à représenter l'excellence française et à faciliter justement l'émergence de projets. Hein. On en parlait dans toutes les tables rondes précédentes, avec Yvan Delatour aussi. Il y avait une difficulté à se lancer. Et on voit qu'il y a des gens qui peuvent avoir des idées, mais qui n'ont pas forcément la technologie. Donc le but, c'est, voilà, il y a des membres qui seront techno et puis d'autres qui seront moins. Mais le but, c'est aussi d'avoir un point de rencontre et un point de stimulation pour tout projet qui est toute bonne idée à venir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons maintenant conclure cette table ronde. Merci encore à tous nos invités d'avoir pu se rendre disponibles aujourd'hui, d'avoir partagé leur cas d'usage, leur expertise. Alors, il y avait une question sur les slides. Je laisserai Yanis. Certaines personnes souhaitaient voir si les slides pourraient être partagés. Ça, je pourrais en discuter. Je pense que oui, tous les speakers sont d'accord, je pense, pour les partager. S'il n'y a pas de choses confidentielles, on pourra évidemment les partager avec les participants. Pas de problème. Très bien. Écoutez, merci encore à tous. J'ai été ravie d'animer cette table ronde et je vous retrouve prochainement sur MindHealth parce que nous ferons un dossier spécial blockchain et donc nous ferons un compte-rendu de cette table ronde la semaine prochaine. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.